Le corps d'une jeune femme a été trouvé par hasard. Il était dans le sous-sol d'un immeuble chic dans le quartier de Naville, sans vêtements, sans papier, avec des traces de coups violents et de fractures. Son visage était défiguré, ses cheveux rasés, ses pieds attachés avec des sangles en plastique portant des numéros. Ses mains et ses pieds étaient enflés, avec des traces de cordes séchées. À côté, il y avait une boîte en plastique où les organes féminins étaient soigneusement disposés, comme dans une morgue. Un des agents qui est descendu le premier dans le sous-sol est sorti dans la rue et a vomi sur le trottoir. Plus tard, il a dit qu'il n'avait jamais vu une telle horreur de toute sa carrière. Cette découverte a lancé une enquête qui a révélé la pourriture qui se cachait sous les façades scintillantes de la capitale européenne de la mode. Milan, où une personne sur deux rêve de devenir mannequin, s'est avéré être le centre d'un réseau international qui vendait des filles comme du bétail. Tout ça sous le couvert d'une agence prestigieuse où des centaines de jeunes beautés de tout l'espace post-soviétique rêvaient d'entrer. Victoria Petrova est arrivée à Milan fin octobre 2021. Elle avait 21 ans et venait de Kazan. Dans son CV, elle avait écrit « Taille 1 Fiam 117 ». Mensuration, presque comme Gigi Hadid. Expérience, 3 séances photos pour des boutiques locales. Victoria rêvait de devenir l'égérie d'une marque, de faire la couverture d'un magazine et de ne jamais retourner en Russie. Son profil Instagram était rempli de photos de défilés, de cafés et de studios photos. Sous l'une des photos, une fille nommée Olena avait laissé un message. « À bientôt à Milan, ma belle. On est dans le même groupe. » C'est Olena qui a donné l'alerte en premier. Elle aussi était venue à Milan pour un casting, mais elle n'a pas été accueillie comme prévu. Au lieu de l'hôtel promis, elle s'est retrouvée dans un appart avec des barreaux aux fenêtres. Au lieu d'un styliste, elle a trouvé un homme qui parlait russe et qui lui a pris son téléphone pour sa sécurité. Olena a réussi à s'échapper au bout de 3 jours. Elle a cassé la porte du compartiment de ventilation dans la salle de bain et après s'être griffé tout le corps, elle s'est glissée dans le conduit. Après avoir pris le train pour Venise, elle a écrit aux parents de Victoria pour leur dire qu'elle était peut-être en danger. 2 jours plus tard, Victoria a envoyé un petit message vocal à sa mère. « Maman, si je ne t'écris plus, sache que je t'aime très fort. » Après ça, plus aucune nouvelle. L'enquête a commencé en décembre. C'est un agent d'Interpol, Antonio Rizzi, qui l'a lancé. Il a reçu plusieurs déclarations de disparition de filles, toutes originaires d'Europe de l'Est, toutes mannequins, toutes disparues à Milan depuis l'automne. Au début, la police n'a pas vraiment réagi. Mais Rizzi n'arrivait pas à oublier une photo. La mère de Victoria, épuisée, assise dans un commissariat, tenant dans ses mains une page imprimée avec la correspondance de sa fille. Au bas de la page, il y avait une note manuscrite. Elle ne s'est pas enfuie. Elle voulait vivre. Rizzi a d'abord demandé les infos sur le passage de la frontière par Victoria Petrova. Elle était arrivée à Milan par un vol en provenance de Moscou le 28 octobre. D'après les documents, elle était seule. Elle avait loué un appart pour quelques jours via l'agence Aurora Models. C'était la dernière trace. Pas de signalement de son téléphone, pas d'activité sur sa carte, rien. Il a regardé le site de l'agence, une façade parfaite, des photos pro, le portfolio des mannequins, le calendrier des castings, les noms des agents, même des articles dans des magazines locaux. Tout semblait tout à fait légal, mais aucun numéro ne répondait, aucune adresse ne correspondait. En parallèle, la police a commencé à enquêter sur des affaires similaires. 23 filles avaient disparu entre 2016 et 2021. 19 d'entre elles étaient originaires de Russie, d'Ukraine et de Moldavie. Toutes étaient jeunes, jolies et liées au mannequinat. Toutes avaient disparu dans le même quartier de Milan, à moins de 3 km du siège d'Aurora Models. Ce n'était plus une coïncidence. Quand l'enquête sur l'agence a commencé, les premières bizarreries sont apparues. L'adresse légale était celle d'un bâtiment qui n'existait pas.
Le propriétaire officiel était un mec avec de faux papiers, mort en Slovénie 5 ans auparavant. Le capital social était de 100 €, mais les comptes de la boîte s'élevaient à des centaines de milliers d'euros. Ils étaient gérés par une femme nommée Giulia Rinaldi, la comptable de l'agence. C'est grâce à elle qu'Interpol a découvert la chaîne de virements. Entre février et novembre 2021, la boîte a reçu plus de 3 millions d'euros sur des comptes offshore. Mais le plus important, c'était l'ordinateur portable saisi chez Giulia. Il contenait un dossier crypté intitulé « Casting Room ». Après une semaine de travail, les experts ont récupéré une partie des fichiers. Il s'agissait de fragments de vidéos floues, en noir et blanc, avec des dates et des tampons. On voyait des filles à genoux, avec des sacs sur la tête, entourées d'hommes en costume chair. Quelqu'un jetait des jetons, d'autres tiennent un dossier avec des chiffres. Certaines scènes ont été coupées, mais dans une des vidéos, on entend clairement « Celle-ci est russe, 21 ans, 6 séances, vierge. Prix de départ, 90 000. » La voix parlait italien, sans accent. À côté de ce fichier, il y a un tableau avec des noms, des caractéristiques, des dates d'arrivée et 2 colonnes, statut et utilisation. Dans la ligne en face de Victoria Petrova, il y avait écrit « Préparation terminée, transfert ». Dans la colonne « Utilisation », il y avait « Commande importante ». C'était 6 jours après sa disparition. L'opération pour l'arrêter a commencé en février 2022. Pendant 2 semaines, Interpol, avec le parquet italien, a repéré les adresses des endroits où elle pouvait se trouver. Des studios, des entrepôts, des maisons à la campagne. Au total, 18 endroits. Dans la nuit du 13 février, les rafles ont commencé. Dans une maison privée à l'extérieur de Milan, 3 filles ont été trouvées dans un sous-sol avec des portes en fer. Elles étaient sous l'effet de puissants calmants et ne pouvaient pas parler. L'une avait le nez cassé, l'autre avait des escarres dues aux menottes. Dans le sous-sol, il y avait des boîtes à lumière professionnelle, des caméras, des produits cosmétiques, des vêtements pour femmes, des sous-vêtements jetables et des boîtes marquées « accessoires ». À l'intérieur, il y avait des tubes en verre, des fouets, des pinces métalliques, des scalpels. Ailleurs, dans un entrepôt près de l'ancienne usine, on a découvert une pièce aménagée comme un studio photo, mais dans l'une des armoires, on a fait une découverte choquante. Un conteneur avec des organes, des reins, des utérus, même des yeux. Certains avaient des étiquettes et des dates. Plus tard, des experts ont confirmé que certains appartenaient à des filles portées disparues depuis 2017. Mais la découverte la plus effrayante a été une vidéothèque trouvée sur un serveur. Elle était cachée au plus profond du système, avec un triple cryptage. Il y avait des centaines d'heures d'enregistrement. Toutes avaient été filmées depuis le même endroit. La caméra était fixée au plafond d'une pièce qui ressemblait à un bunker souterrain. Les filles entraient dans le champ une par une, nues, sous anesthésie ou terrifiées. Certaines étaient attachées, d'autres forcées à se déshabiller. Les hommes restaient dans l'ombre, le visage caché. Dans certaines vidéos, on entend des ordres, dans d'autres, des rires et des applaudissements. Une des victimes criait « S'il vous plaît, ne me coupez pas ». Puis l'enregistrement s'arrêtait brusquement. Interpol a interdit la diffusion publique de ces vidéos. Leur description a été ajoutée au dossier sous la mention « cruauté particulière ». Parmi les nombreuses victimes identifiées grâce aux données des serveurs vidéo et des bases de données d'Interpol, il y avait Victoria. Sa mère, Natalia Petrova, a reçu la confirmation officielle une semaine après la rafle. Sur des extraits de vidéos, la jeune fille a été reconnue grâce à un grain de beauté sur le cou et une cicatrice au poignet. C'est justement cette cicatrice que Victoria avait gardée après être tombée de vélo quand elle était petite. Impossible de reconnaître son visage. Il avait été brûlé avec une lampe et les tatouages effacés, mais son corps, sa silhouette et sa façon de bouger ne laissaient aucun doute. Sa mère n'a pas pu regarder la vidéo.
On lui a juste dit que Victoria était morte à la mi-décembre. Son corps était l'un de ceux qui ont été retrouvés plus tard dans les égouts à l'extérieur de la ville, emballé dans un sac en plastique avec du ciment. Il y avait suffisamment de preuves. Sur la base des documents et des enregistrements, la police a procédé à des arrestations. En 2 jours, 12 personnes ont été arrêtées. Des comptables, des gardes, des chauffeurs, des coursiers. Tous travaillaient d'une manière ou d'une autre pour l'agence Aurora Models. Presque personne n'a coopéré. L'un des agents de sécurité, Salvatore Mezza, s'est suicidé dans sa cellule après avoir été interrogé. Il a laissé une lettre dans laquelle il n'y avait qu'un seul mot, ténèbres. Mais le nom qui est ressorti des interrogatoires et de l'analyse des correspondances, Marco Bellini, est devenu central. Il était mentionné dans les conversations des employés. Sa photo se trouvait dans les documents de l'agence. Il était présent en personne aux réceptions organisées, soi-disant pour les investisseurs. Sur l'une des vidéos tournées lors d'une fête, on le voit sourire en embrassant l'une des filles, qui a disparu 2 jours plus tard. Marco Bellini est un homme à la réputation irréprochable. Né à Milan, il est issu d'une famille aisée. Dans sa jeunesse, il a été mannequin, puis photographe. Il a réalisé des campagnes pour de grandes marques et tenait une chronique dans un magazine de mode. Tout le monde connaissait son nom. Il était souvent vu dans les soirées, les bals de charité et les castings ouverts. Personne n'aurait pu imaginer que derrière son sourire poli se cachait un prédateur. Aucune mention de lui dans les fichiers criminels. Son passeport était valide, son permis de conduire était authentique. Il était irréprochable et il a disparu la veille du début des arrestations. Selon les informations fournies par l'aéroport, le matin du 12 février, Marco Bellini a décollé de Bergame à bord d'un avion privé à destination de Tirana. 40 minutes plus tard, le contact avec l'avion a été perdu. Selon l'enquête, l'avion a atterri sur une piste privée en Albanie, où il a été accueilli par une voiture avec de fausses plaques d'immatriculation. Depuis, on a perdu sa trace. Interpol a lancé un avis de recherche international. Officiellement, il a disparu. Officieusement, il a été prévenu. L'enquête a continué. Lors d'une perquisition dans une des maisons enregistrées au nom d'un prête-nom, une pièce secrète a été découverte. Derrière une bibliothèque se cachait une porte menant à un couloir en béton. La pièce n'avait pas de fenêtre. Les murs étaient insonorisés, le plafond était équipé d'une ventilation et de caméras. À l'intérieur, il y avait un fauteuil avec des sangles, un frigo, des instruments chirurgicaux. Tout ressemblait à une salle d'opération improvisée. Il y avait des taches de sang sur le sol. Sur le mur, il y avait des crochets auxquels étaient suspendues des seringues usagées, des perfusions et quelque chose qui ressemblait à un appareil artisanal pour aspirer le sang. Cet endroit a été surnommé « la chambre sans nom ». Plus tard, on a découvert qu'on y pratiquait des prélèvements d'organes sur des filles jugées inaptes à une exploitation à long terme. Les victimes qui ont survécu ont commencé à témoigner. La première était une fille ukrainienne nommée Marina. On l'a trouvée en état de choc, super affaiblie et avec des traces de vieilles fractures. Elle a passé presque 4 mois dans l'agence. Pendant ce temps, elle a été utilisée comme cadeau pour les clients que l'agence voulait particulièrement impressionner. Marina a raconté que tout avait commencé comme un casting normal. Un photographe, un maquilleur, une séance photo devant un fond blanc. Puis elle a été emmenée dans un appartement, où elle a reçu de nouveaux vêtements et a fait une excursion en yacht. Le soir même, on lui a glissé quelque chose dans son verre. Elle s'est réveillée dans une pièce sans fenêtre. On l'a forcée à sourire devant la caméra, à faire semblant d'être heureuse. Plus tard, les visionnages à travers une vitre ont commencé. Les hommes faisaient leur choix. Si une fille ne plaisait pas, elle était battue, enfermée sans nourriture, maintenue dans l'eau. D'après Marina, un des clients forçait les filles à manger de la terre. Un autre a demandé qu'on lui envoie une fille pour ses organes.
Les témoignages de Marina ont été déterminants. Grâce à ces descriptions, les enquêteurs ont trouvé 2 autres lieux, une villa à Côme et un entrepôt dans la banlieue de Milan. Dans la villa, ils ont découvert une pièce murée avec des os à l'intérieur. Les experts ont établi qu'il s'agissait des restes d'au moins 4 personnes, dont une fille portée disparue depuis 2019. Les journalistes ont lancé leurs propres enquêtes. Des manifestations ont eu lieu dans la ville. Les proches des disparus réclamaient des réponses. Certains ont souligné le lien entre Aurora Models et des politiciens qui fréquentaient l'agence. Sur une photo publiée dans le magazine Luce, on voit un homme d'affaires influent à côté de Marco Bellini et de 2 mannequins mineurs. Cette photo a ensuite disparu du web. Plus la police creusait, plus ça devenait clair. Aurora Models n'était qu'une façade. La vraie organisation s'appelait l'Ombra, l'ombre. Ce nom apparaissait dans des messages codés, des documents internes et sur les insignes des gardes. L'Ombra avait une structure, un chef, des coordinateurs, des logisticiens, des manipulateurs et des livreurs. Tout était organisé comme dans une entreprise, une hiérarchie claire, une transparence totale, une discipline de fer. Ceux qui enfreignaient les règles disparaissaient. Les enquêteurs ont été choqués par le niveau d'organisation. Ce n'était pas un gang, mais une usine à souffrance, dira plus tard le procureur Lorenzo Brunelli. L'affaire comptait plus de 200 volumes, des preuves, des témoignages, des enregistrements vidéo, des transactions bancaires. Plus de 60 filles ont été déclarées mortes. 19 autres sont toujours portées disparues. Plusieurs survivantes sont encore soignées dans des cliniques à l'étranger pour des traumatismes psychologiques et les conséquences de la violence. Quand les premières audiences ont commencé, la salle d'audience était pleine. Les proches des disparus, les journalistes, les militants, les défenseurs des droits de l'homme, tout le monde voulait entendre la vérité. Mais parmi ceux qui savaient vraiment ce qui se passait à l'intérieur de l'ombre, peu ont survécu. La plupart des accusés ont gardé le silence. Certains ont essayé de tout mettre sur le dos du gardien décédé ou de Bellini, que personne n'a jamais retrouvé. C'est alors qu'une jeune femme nommée Caterina est entrée en scène. Elle avait 23 ans. Elle avait traversé l'enfer et survécu. Ce sont ses témoignages qui ont marqué un tournant. Elle a pris la parole devant le tribunal, ouvertement, sans dissimuler son visage. Elle a dit « Je parle au nom de celles qui ont été brûlées, noyées, démembrées. Je me souviens de chacune d'entre elles. » Son récit a été enregistré dans son intégralité. C'était le récit de l'enfer, raconté d'une voix calme, comme si elle lisait une liste de courses. Et c'était le cas. Caterina ne pleurait plus. Elle ne ressentait plus rien. D'après Caterina, dans la villa où les filles étaient détenues, il y avait des caméras dans chaque pièce. Elles étaient filmées 24 heures sur 24, pour les clients, pour la sélection, pour les enchères. On avait des jours de visite silencieuse quand les clients venaient. On nous obligeait alors à prendre un bain avec de l'huile, à nous enduire de crème, à porter des bracelets noirs spéciaux. Ces bracelets servaient à nous différencier, comme des marchandises. Une fois, a-t-elle raconté, un client a refusé de payer pour celle qu'il avait choisie. On l'a emmenée. 1 heure plus tard, Caterina a entendu des cris et des coups, puis le silence. Le lendemain, à la place de son lit, il y avait un chariot avec des outils. Caterina a aussi raconté comment l'agence attirait de nouvelles filles. Sur Instagram, une responsable lui a écrit pour lui proposer un voyage gratuit, un contrat de 5 000 €, un logement et un styliste. Les 3 premiers jours, c'était comme dans un conte de fées, hôtel, champagne, séance photo. Puis on l'a emmené en dehors de la ville pour une soirée privée. On lui a pris son téléphone pour sa sécurité. Après, il n'y avait plus ni lumière, ni fenêtre, ni porte. Juste des pièces, juste des caméras.
Son corps porte des traces de brûlures, de morsures et une cicatrice due à une intervention chirurgicale. Une partie de son rein a été retirée sans son consentement. Plus tard, le dossier a confirmé que les organes prélevés sur les filles étaient revendus sur un marché clandestin, parfois sous le couvert d'une transplantation d'urgence, parfois pour des collections privées. Oui, ça s'est passé comme ça. La police n'a toujours pas pu identifier tous les commanditaires. La plupart des opérations se faisaient via le Darknet, avec des transactions cryptées en crypto-monnaie et via des paradis fiscaux. Mais parmi les noms identifiés, il y avait des hommes d'affaires, des fonctionnaires, un designer connu et un ancien diplomate. Ils ont tous nié être coupables. Plusieurs ont dit qu'ils ne savaient pas que les filles étaient contre. L'un d'eux a dit qu'il pensait que c'était un jeu. Ces explications ont provoqué une vague d'indignation. Mais les preuves étaient là. Parmi les indices, il y avait même les empreintes digitales des clients sur le corps d'une des filles retrouvées mortes. Le plus effrayant dans cette histoire n'était même pas le nombre de victimes, mais la durée pendant laquelle ce système a fonctionné. De 2016 à 2022, soit 6 ans. Des milliers de filles sont passées entre les mains de Tenny. Des centaines ont disparu. Des dizaines ont été retrouvées mortes. Et tout ça sous les yeux de la société. Elles se prenaient en vidéo, se promenaient dans les rues, publiaient des stories, racontaient leur chance. Puis, elles disparaissaient. Certains voisins ont dit avoir entendu des cris dans certaines maisons, mais la police n'est jamais venue. D'autres se plaignaient de voir des types bizarres sortir de voitures noires la nuit, mais personne ne les prenait au sérieux. Un policier a avoué plus tard « On ne croyait pas que ça pouvait arriver. On est à Milan, pas en guerre. » Un jour, le bureau du procureur a reçu une lettre sans expéditeur. À l'intérieur, il y avait une clé USB avec une vidéo. La caméra était installée dans une pièce étroite, faiblement éclairée. Sur une chaise, un homme, le visage caché, disait « Vous pensez que Bellini est le mal ? Non, Bellini est un mécanisme. Il sera remplacé. Son nom n'est qu'une marque. Nous étions, nous sommes et nous serons. Tant que les gens paieront, nous vendrons. Les ténèbres, c'est le marché. » La vidéo dure 3 minutes. Les derniers mots sont « Ne nous cherchez jamais ». L'enregistrement se termine sur une image. Une silhouette masquée, debout contre un mur sur lequel est dessiné un logo représentant la lettre latine T barré en diagonale. Les experts n'ont pas pu trouver d'où venait la vidéo. Le signal est passé par des dizaines de serveurs proxy via le réseau Tor et aucun itinéraire ne s'est répété. C'était comme un fantôme. Mais le parquet a gardé l'enregistrement comme preuve matérielle. Quand la première vague de procès s'est terminée, le tribunal a déclaré 9 personnes coupables. 4 ont été condamnées à la prison à vie. Les autres ont écopé de peines allant de 15 à 25 ans. Mais le principal suspect, Marco Bellini, n'a jamais été retrouvé. Son nom figure toujours dans la base de données internationale des personnes recherchées. Officiellement, il est vivant et recherché. Officieusement, il a disparu depuis longtemps. Il est devenu ce qu'il était au fond de lui-même. Une ombre. Presque un an s'est écoulé depuis les raids spectaculaires. Milan s'est calmé. L'industrie de la mode a fait comme si rien ne s'était passé. Les agences ont changé de nom. De nouveaux visages sont apparus sur les podiums. Seuls les proches des victimes et ceux qui ont survécu à l'ombre vivaient encore dans cette histoire. Victoria a été enterrée dans un cimetière de Kazan. Son corps a été rapatrié d'Italie 3 mois plus tard. Il était dans un cercueil fermé. La mère de Victoria n'a pas ouvert le couvercle. On lui avait dit que le visage était irrécupérable. Sur la tombe, on a gravé « Tu voulais vivre. Nous n'avons pas su te protéger. » Marina, la fille qui a survécu avec des fractures et des cicatrices, a quitté l'Ukraine. Elle vit maintenant en Slovénie, où elle suit une rééducation. Elle ne donne pas d'interview.
La seule chose qu'elle a écrite, c'est un petit post sur les réseaux sociaux. Si on vous dit que vous êtes devenu spécial, fuyez. On vous a repéré. Katerina, celle qui a témoigné au tribunal, a changé de nom. Elle a été emmenée en France sous protection. Elle a accepté d'être témoin dans de nouvelles affaires. Selon elle, l'ombre ne se limitait pas à un seul pays. Des structures similaires existaient en Roumanie, en Belgique et en Pologne. Les agences sont différentes, les noms aussi, mais le fonctionnement est le même. Tout est déguisé en carrière, en succès, en liberté. En réalité, ce sont des cages, des seringues, des cordes et des listes de commandes. Ces gens pensent que le monde est leur marché à viande. Ils n'achètent pas seulement des corps, ils achètent le pouvoir sur la peur. L'enquête sur l'affaire Lombra continue. Le parquet italien a ouvert 8 autres enquêtes, notamment pour trafic d'organes, prostitution internationale et torture sur commande. Il a été établi qu'au moins 30 clients recevaient des vidéos sur commande, contenant des scènes de violence réalisées selon des demandes spécifiques. L'un de ces clients s'est avéré être l'héritier d'une grande dynastie commerciale, l'autre, le propriétaire d'une chaîne de pharmacie. Tous deux ont été arrêtés. Ils risquent jusqu'à 40 ans de prison. La dernière goutte a été une lettre reçue par la rédaction du journal Il Quotidiano. Une enveloppe anonyme contenant une photo. On y voyait un groupe de filles en blouse médicale, avec des numéros sur la poitrine. Derrière elles, on distinguait la silhouette d'un homme. La photo avait été prise à travers une vitre. Une inscription manuscrite disait « La saison a commencé ». Au dos, il y avait la date, avril 2023, et la signature « Bellini ». Le parquet n'a pas confirmé l'authenticité de la photo, mais l'image agrandie d'un des numéros sur la poitrine correspondait au nom d'une fille portée disparue depuis une semaine en Autriche. Le procès des accusés a duré 9 mois. Les témoignages des victimes ressemblaient à des récits de camps de torture. Les procureurs ont présenté plus de 300 preuves, des dizaines d'extraits vidéo, des transactions bancaires, des correspondances contenant des mots codés. Flore pour vierge, sable pour moins de 16 ans, pierre pour consentement à l'organe. Le tribunal a reconnu les actes des accusés comme une activité criminelle organisée. 4 hommes ont été condamnés à la prison à vie. Une femme a écopé de 27 ans. Les autres ont été condamnés à des peines allant de 15 à 30 ans. Le nom de Marco Bellini a été prononcé à chaque audience. Il a été jugé par contumace. Il a été condamné à la prison à vie. Ses biens ont été confisqués. Son nom est maintenant dans toutes les bases de données d'Interpol. Mais le plus effrayant, c'est la conclusion de la commission. L'organisation Lombra existe toujours. Elle s'adapte, change de méthode, mais ne disparaît pas. L'enquête a montré que tant qu'il y aura de la demande, il y aura de l'offre. Tant que quelqu'un sera prêt à payer pour la souffrance d'autrui, l'obscurité reviendra. Aujourd'hui, les agences de mannequins continuent de fonctionner à Milan. Nouvelles enseignes, nouveaux logos, même promesses. Les jeunes filles continuent de croire aux rêves. Elles publient des selfies, repostent des offres de casting, réservent des billets. Personne ne pense que derrière la porte du studio photo peut se cacher un sous-sol. Et seuls quelques-uns savent que parmi ces portes, il y en a encore une qui ne s'ouvre pas avec une clé. Seuls ceux qui ne ressortiront jamais l'ouvrent.